Le débat de Smart Impact, on parle matières premières, métaux, terres rares, toutes ces matières indispensables à la transition environnementale. Et je vous présente mes invités, Damien Ambroise, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes expert énergie et marché de l'électricité chez Bartel, cabinet de conseil en management, certifié Bicorp, tiens d'ailleurs, depuis 2019. Louis-Marie Malbec, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes économiste, prospectiviste chez IFP Énergie Nouvelle. C'est quoi d'ailleurs IFP Énergie Nouvelle ? Alors, IFP Énergie Nouvelle, c'est un EPIC donc qui est financé à moitié par l'État et à moitié sur fonds propres, qui fait de la recherche, alors historiquement sur tous les hydrocarbures, et qui depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, maintenant, on s'est spécialisé plutôt sur les énergies renouvelables qui représentent 80% de nos dépenses. Et vous publiez un rapport sur les métaux dans la transition énergétique. On va évidemment y consacrer notre débat, mais peut-être il y a une leçon principale déjà à partager ? Oui, alors... Il y a beaucoup de leçons. C'est toujours difficile d'en sortir une. Oui. C'est un sujet qui, après avoir été longtemps ignoré, revient au centre de l'actualité depuis une quinzaine d'années, puis plus précisément depuis 5 ans. Une leçon peut-être, c'est que ça va peut-être demander des efforts ou des réadaptations sur les modes de vie. Mais que il n'y a rien de très alarmant non plus. D'accord, ne soyons pas trop alarmistes. C'est évidemment une thématique sur laquelle le cabinet Bartel est engagé depuis longtemps. Cet enjeu de l'approvisionnement, de la souveraineté, de la dépendance à certaines puissances étrangères. Alors c'est sûr que pour nous, les questions d'impact et de durabilité pour nos clients sont vraiment au cœur de notre activité. Donc c'est vrai que moi je rejoins ce qui vient d'être dit sur le fait que les matières premières c'est un petit peu le parent pauvre des questions de transition énergétique, donc qui sont souvent abordées en chambre, mais qui mériteraient quand même d'être beaucoup plus abordées dans le débat public. Oui, effectivement, avec cette alerte de l'Agence internationale de l'énergie, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années sur le manque à venir de métaux. Alors, de quels métaux on parle déjà ? La liste est longue, mais si on cite les plus importants, ceux qui sont indispensables. Ça dépend desquels. C'est sûr que ceux qui vont dépendre, ceux dépendants pour la transition énergétique, on va parler de cobalt, on va parler de nickel, on va parler de métaux qui sont parfois un petit peu plus communs, comme le cuivre, qui est même sans doute le plus important dans les temps à venir. Puisque aujourd'hui, on a des métaux comme le cobalt ou le nickel, qui sont encore une fois indispensables, mais l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, n'est pas spécialement inquiète sur la question de production dans les années qui viennent. C'est plus une question de géopolitique. En revanche, sur le cuivre, là, les projets miniers de production de cuivre sont en retard par rapport à nos besoins. Et là, on a plus un problème à résoudre. Oui, effectivement. Des niveaux de production qui globalement ont suffisamment augmenté, sauf pour le cuivre, c'est ce que je comprends. Sauf pour le cuivre et pour le lithium. Et pour le lithium aussi. C'est-à-dire que historiquement, les métaux qu'on a déjà cités étaient un petit peu en retard, mais les projets d'augmentation étaient là. En revanche, ils se concentrent de plus en plus vers les mêmes pays que sont la Chine et dans le cas du nickel, l'Indonésie. En revanche, dans le cas du cuivre, là, l'AIE est en train de nous dire que d'ici 2035, dans sa trajectoire, on risque de manquer de 30% de cuivre pour répondre à la demande. Et quand on parle de projets miniers qui peuvent mettre entre 10 et 20 ans à ouvrir, ça risque d'être compliqué. C'est du très long terme, évidemment. Alors, on fait de la pédagogie, Louis-Marie Malbec, c'est dans quel... on les utilise où ? Les batteries, le photovoltaïque, enfin, voilà, là aussi, la liste est relativement longue. Effectivement, on l'a vu récemment, notamment avec les annonces de Donald Trump et les terres rares en Ukraine. On a parlé de beaucoup de terres rares sans exactement savoir où on les retrouve. Alors, dans les batteries de véhicules électriques, on n'a pas de terres rares. On a du nickel, du lithium, du cobalt, du manganèse, ça dépend du fer et du phosphate, ça dépend des technologies de batterie, mais pas de terres rares. Les terres rares, on va les retrouver plutôt dans les moteurs électriques ou dans les génératrices, donc dans les véhicules électriques côté moteur ou dans les éoliennes. Plutôt d'ailleurs les éoliennes offshore que les éoliennes onshore. Donc en fonction des technologies, effectivement, on ne va pas retrouver exactement les mêmes éléments. Juste pour nuancer peut-être ce que vient de dire Damien Ambroise, sur effectivement les projections. Alors moi je suis prospectiviste, donc mon boulot c'est d'essayer de regarder dans le futur. Où on va, On a quand même fait l'exercice de faire l'inverse et de regarder vers le passé, et notamment sur le cuivre. On a les données de production du cuivre depuis 1900. Et la croissance du cuivre depuis 1900, c'est 3% par an. C'est-à-dire que chaque année depuis 1900, depuis un siècle et quelques, la production de cuivre augmente de 3% par rapport à l'année précédente. Si on regarde les projections de l'AIE,
pour la transition énergétique, entre autres, et qu'on regarde jusqu'à 2050 quel doit être le taux de croissance de la production de cuivre, on tombe sur 3%. Donc au final... Donc vous nous rassurez, vous nous dites que on doit pouvoir suivre. Transition énergétique ou pas, le rythme de croissance de la production de cuivre est le même. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il a cru de 3% par an depuis un siècle, on va être capable de le faire. Les projections peuvent être alarmistes. Effectivement, il y a des temps d'ouverture de mines qui sont longs. Mais en même temps, on voit que le passé montre aussi que c'est quelque chose qu'on a été capable de faire, en tout cas par le passé. Et alors, juste en quelques mots, la différence entre métaux rares et terres rares, on parle de la même chose ou pas ? Non, terres rares, c'est un groupe d'éléments, de 17 éléments, qui sont spécifiques et qui ont des propriétés spécifiques et qu'on retrouve notamment dans les aimants permanents. Les métaux rares, c'est plutôt une notion plus géologique, question de est-ce qu'on en a ou pas. Les terres rares, en soi, ne sont pas si rares que ça, d'ailleurs. C'est plutôt historiquement qu'on les a nommées comme ça, mais elles ont... Avec, vous parliez de géopolitique, avec une domination chinoise qui est réelle sur le raffinage, c'est ça? Avant tout sur le raffinage, c'est-à-dire que dans les métaux qu'on a cités, par exemple, le cuivre, finalement, on en a quand même beaucoup en Europe. Le lithium, il y en a aussi. On essaie d'ouvrir une mine dans l'Allier. Le cuivre, beaucoup en Amérique du Sud. En fait, la Chine, eux, ils ont aussi beaucoup de métaux, mais ils ont surtout fait tout un travail ces dernières années pour concentrer entre leurs mains les moyens de raffinage. Et ils se sont placés là où ils étaient capables de concentrer ces moyens de production. Donc aujourd'hui, ça nous fait quand même des leviers à l'échelle mondiale, en fait, pour augmenter nos propres capacités de raffinage et moins dépendre de la Chine. Alors toujours, moi j'ai consacré pas mal de débats, ce principe de mine urbaine, donc l'idée d'un recyclage qui permettrait de prendre le relais. On n'y est pas encore, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Alors pas encore, mais pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas assez de déchets. C'est-à-dire que, c'est trop tôt. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un besoin croissant dans ces métaux-là. Vous prenez par exemple un véhicule électrique, c'est 3 à 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Donc, si on veut remplacer notre parc thermique par un parc électrique, on a un besoin à court terme de cuivre. Mais le cuivre, c'est un matériau qui en fait est très durable. Vous le mettez quelque part dans un ouvrage, il va durer 20 ans, 40 ans. Il n'y a pas de raison de l'enlever. Aujourd'hui, vous avez déjà en Europe, presque la moitié du cuivre qui est utilisé a déjà été recyclé. Donc vous avez déjà une filière recyclage qui est là. Donc ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que vous allez avoir un besoin de matières premières qui va être très important. Et le temps qu'on renouvelle la flotte de véhicules électriques, on déploie les éoliennes dont on a besoin et les autres usages, vous allez avoir plus de cuivre qui va être présent sur le territoire. Et là, d'ici 15 à 20 ans, on va avoir besoin d'une filière recyclage qui doit être prête à prendre le relais. C'est intéressant, ça veut dire qu'il ne faut pas investir trop tôt, d'une certaine façon. C'est ça, c'est-à-dire que trop tard et on rate la question de la souveraineté, et trop tôt, on se retrouve avec des actifs échoués. Mais c'est bien pour ça aussi que tous les investissements qui ne se font pas du jour au lendemain sur le recyclage et sur le raffinage ont besoin de long terme, d'une politique qui soit stable, donc de signaux en fait qui soient rassurants pour se dire que si là aujourd'hui je commence à réfléchir à un projet de recyclage, que dans 15 ans, mon business plan tienne toujours la route. Oui, effectivement. Vous avez développé, je crois, chez IFP Énergie Nouvelle, un modèle d'analyse justement de prospective sur les besoins en nouvelles technologies, en matériaux nécessaires à la transition environnementale. Oui, c'est exactement un de du travail qu'on effectue en tant que prospectiviste. On essaye de regarder effectivement, en fonction de différents scénarios de déploiement des technologies, les besoins en métaux qui seront associés. Notamment sur le déploiement de l'hydrogène en Europe, on a pu montrer que sur l'iridium, il y aurait peut-être un problème en fonction des technologies qui sont employées. Sur les batteries, et pour rebondir sur le recyclage, notamment aussi pour les batteries de véhicules électriques, ce qu'on voit apparaître, c'est que le recyclage, c'est une solution du temps long. En fait, un véhicule électrique, une batterie, c'est de l'ordre de 15 ans. Donc ça veut dire qu'entre maintenant et dans 15 ans, il faut produire les métaux dont on a besoin. Et la question qui se pose notamment pour le montage des filières de recyclage, on le voit actuellement, Stellantis s'est retiré, Eramet s'est retiré de leur projet de recyclage parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à sécuriser les intrants de leurs usines. Et par ailleurs, ils n'ont pas de marché, de débouché pour leurs produits recyclés derrière. Il y a une autre incertitude qui pèse notamment sur les véhicules électriques et sur les batteries, c'est qu'on ne sait pas encore exactement quelle technologie de batterie va prendre le plus de parts de marché. On va rester probablement, au moins dans les 15 prochaines années, sur des batteries lithium-ion,
mais à l'intérieur, il y a différents types. Et ben, si on met en place une usine de recyclage qui est centrée sur un type et qui finalement, c'est l'autre qui se déploie, on a investi un peu pour rien. Donc c'est pour ça qu'il y a une incertitude, en plus de l'approvisionnement qui pèse aussi sur les technologies. Et puis avec une question aussi de comportement. Alors bon, moi je roule en SUV, donc j'assume. Mais c'est vrai que voir autant de grosses voitures qui pèsent très lourd et qui consomment beaucoup de matières premières, c'est assez incohérent. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, quand on est dans une optique de transition énergétique, on sait qu'on va avoir des contraintes en termes de production énergétique, mais aussi d'accès aux matières premières. On peut jouer sur les deux volets. On peut chercher à augmenter la production. Puis on en a parlé. Il y a des solutions. C'est un défi qui est important. Mais il y a toujours un risque, finalement, qu'il soit géopolitique, de stock ou de lead time industriel. On peut aussi jouer sur la question de la demande. C'est-à-dire que se déplacer, c'est un besoin économique, c'est un besoin vital. Se déplacer en SUV, là, on peut un peu plus en discuter. Voilà, on peut un peu plus en discuter. Donc, si jamais se dire qu'on part vers un déploiement à grande échelle des SUV met en danger le fait d'avoir plutôt des petites voitures pour tout le monde, en tout cas qui permettent à tout le monde de garantir un accès à l'électricité et une mobilité. Voilà, là, il y a des choix politiques, mais on est plutôt dans une question de gestion de risque. Et puis on retombe sur la question de l'acceptabilité, de la liberté de chacun, de choisir quelle voiture il va utiliser. Donc trouver le discours pour faire comprendre que il faut faire des choix, peut-être un peu de sobriété, qui vont nous permettre de profiter d'un mode de vie différent à côté, c'est ça? Tout à fait. Là, on est plus dans une question psychologique, qui est de se dire aujourd'hui, j'accepte en fait de réduire mon choix pour que dans 5 ans à 10 ans, justement, j'en ai beaucoup plus, parce que aujourd'hui, j'ai épargné sur les matières premières auxquelles j'ai accès, sur l'énergie que je suis capable de produire, pour sécuriser finalement mon mode de vie dans 10 ans. Donc c'est une question de vision à long terme. Effectivement. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.